Notre invitée aujourd'hui, Elsa Faucillon. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes députée communiste de la première circonscription des Hauts-de-Seine. Ça correspond à Colombes et Gennevilliers. Pour ceux qui connaissent... Et Villeneuve-la-Garenne. Et pour ceux qui ne connaissent pas Gennevilliers, c'est le plus grand port fluvial de France, voire l'un des plus grands d'Europe. Il y a donc une tradition ouvrière. Ça explique pourquoi la mairie est toujours communiste. C'est l'un des derniers vestiges de cette fameuse banlieue rouge. Mais vous avez la trentaine. C'est pas forcément votre histoire. Avec vous, on va parler de l'avenir du PC. Ça commence demain, l'avenir du PC, avec la niche parlementaire à l'Assemblée nationale. C'est quoi une niche parlementaire? C'est une journée d'initiative parlementaire pour notre groupe, le groupe GDR. Donc c'est les communistes. Exactement, les communistes, avec des députés d'outre-mer, des députés progressistes. Pendant cette journée, nous pouvons mettre en lumière, proposer 5 propositions de loi. Nous en avons choisi 5, je pourrais les détailler, sur lesquelles nous voulons échanger avec l'ensemble des parlementaires et faire avancer évidemment ces propositions de loi. Parmi ces propositions de loi, il y a une gratuité des transports scolaires, la lutte contre les paradis fiscaux, et il y en a une autre sur l'égalité homme-femme dans le milieu professionnel, avec un focus sur le travail à temps partiel. Vous voulez qu'il y ait une meilleure rémunération du travail à temps partiel parce que c'est le plus féminisé. Il faut savoir qu'il y a 82% des travailleurs à temps partiel et 2 tiers des travailleurs pauvres sont des femmes. Voilà, ça c'est la réalité aujourd'hui. C'est une réalité qui pèse beaucoup sur les 25% d'écart salariaux entre les hommes et les femmes. Vous savez, cet écart de salaire qui fait que les femmes gagnent moins que les hommes dans notre pays. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'entends partout dans ce pays, c'est cette formidable libération de la parole des femmes. C'est vrai dans le monde entier. Mais maintenant, il faut agir. Il faut agir pour qu'elle soit réelle. L'égalité, elle est plus facile à faire pour les CDI ou les travailleurs à temps plein? Non, c'est pas ça. C'est que le temps partiel... et donc le temps partiel subi en grande majorité, et le fait qu'il soit assumé aujourd'hui très majoritairement par les femmes, joue sur cet écart salarial. Et donc, permettre aujourd'hui de lutter contre ce temps partiel subi, dire aux entreprises, ça suffit, ces temps partiels, souvent dans du sous-emploi, souvent dans des travaux, dans du travail extrêmement difficile. Il faut pouvoir lutter contre. J'ai entendu une ministre, Muriel Pénicaud, qui expliquait que tout ça allait passer par du dialogue social. C'était un peu la méthode des ordonnances Macron, d'ailleurs, qui viennent fragiliser aussi le travail des femmes et cet écart salarial. Eh bien, il y a l'opportunité demain, y compris pour la majorité En Marche, de dire qu'on agit concrètement contre cet écart salarial. Et il faut savoir que et tout le monde sait aujourd'hui que c'est un levier important pour lutter contre cet écart salarial. Elle veut augmenter la rémunération du temps partiel et aussi dissuader les entreprises via des impôts supplémentaires. Tout à fait. Elle veut permettre, par exemple, pour le temps partiel, vous savez, pour les contrats à CDD, vous savez qu'il y a, par exemple, une prime de précarité qui est à 10%, et bien pour le temps partiel, qu'elle soit à 20%. Par exemple, dans les propositions que nous formulerons demain. Et donc, nous allons tenter de convaincre, de dire que demain, il y a la possibilité d'agir très concrètement sur l'égalité homme-femme et que donc demain nous serons le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Ce ne serait pas simplement un symbole, ce serait un acte très concret pour poursuivre cette formidable période. Sauf que vos propositions de loi ont été rejetées en commission, ça ne sera pas voté. Il y aura peut-être très peu de monde dans l'Assemblée parce qu'on a l'impression que c'est un gadget. Comme ça, on laisse les groupes une fois de temps en temps pour faire leurs propositions de loi et c'est pas voté. C'est bien dommage. Demain, on a 5 propositions de loi très ancrées dans le quotidien de nos concitoyens. Vous avez remarqué le contexte, une attaque très brutale de la part du gouvernement Philippe, dirigé par et du président de la République Macron, une attaque très brutale contre le monde du travail. Il y aurait les cheminots et les fonctionnaires, ces privilégiés, les retraités, cette génération dorée. Et bien justement, nous formulons 5 propositions de loi pour dire que ce ne sont pas des fainéants, mais des courageux. Permettre par exemple effectivement le transport gratuit scolaire, lutter contre l'habitat insalubre. Aller chercher également des recettes potentielles en luttant contre l'évasion fiscale, protéger le statut des aidants familiaux et l'égalité salariale. Et donc, on veut effectivement mettre sur le devant de la scène ces courageux, leur permettre de gagner en qualité de vie, mais également avoir un débat démocratique. Parce que cette initiative parlementaire, c'est aussi ce qu'est le cœur du Parlement, le cœur de l'Assemblée nationale. On va revenir au travail du Parlement, puisqu'en ce moment, il y a un projet de révision constitutionnelle. Les présidents des groupes
PC au Sénat et à l'Assemblée ont été reçus par Édouard Philippe. Et il y a une mesure technique qui les inquiète, c'est de limiter le nombre d'amendements en fonction de la taille du groupe. En clair, vous avez un peu plus de 15 députés, donc vous n'aurez pas droit à beaucoup d'amendements. C'est bien parce que ça va rendre plus efficace le travail de l'Assemblée. En fait, il y a 7 mesures, mais globalement, dans les annonces qui sont faites, moi je crois qu'il y a une rupture historique qui est formulée. On est devant un défi démocratique d'une taille immense et d'une extrême gravité. Des citoyens qui aujourd'hui bien sûr désertent les urnes, mais qui sont totalement éloignés de la chose publique alors même qu'elle les concerne et quel est l'intérêt général. Mais en quoi vous ayez plus d'amendements? Et donc aujourd'hui, ça change quelque chose par rapport à aujourd'hui, il y a déjà un exécutif et un président de la République qui considère quelque part que le débat démocratique, le débat législatif est accessoire. Et en plus, moi, mon sentiment personnel, mon sentiment profond, c'est que la majorité En Marche à l'Assemblée nationale a complètement digéré cette idée. C'est-à-dire que très peu pour eux de demandes d'amendements, de débats parlementaires pour enrichir la loi. Qu'est-ce que ça change que vous puissiez déposer 100 amendements et 15 ? Finalement, si c'est 15 amendements très ciblés, très efficaces plutôt que 100... C'est de vouloir le quantifier, c'est de vouloir réduire la possibilité. Et donc, il y a un signe envoyé qui est de vouloir réduire le rôle du Parlement. Alors même qu'aujourd'hui, et c'est ce que j'ai essayé de porter au travers des campagnes électorales et de celles, y compris de 2017 dans la présidentielle, d'une idée de la 6e République qui remet au cœur le citoyen de cet engagement et de la chose publique. Réduction du nombre de parlementaires, ça vous va ou pas ? Non plus, parce que alors même qu'il y a besoin de ce lien de proximité avec les habitants, alors même qu'il y a besoin justement d'élus qui vont aller à la rencontre des citoyens, parce que être dans la représentation nationale, c'est être à l'écoute des citoyens, c'est se mettre en immersion totale en permanence. Et c'est aussi, je crois, permettre la délibération permanente, l'intervention citoyenne. C'est vers ça que nous devons aller et pas vers l'inverse, c'est-à-dire faire un aveu d'échec en face de ce défi démocratique et donc de réduire le rôle du Parlement. C'est ce que s'apprête à faire le gouvernement. On va s'interrompre quelques instants pour le rappel des titres à la Maison de la Radio. On se retrouve ensuite. Ok. France Info vous révèle aujourd'hui les chiffres de la DGSI sur le nombre de djihadistes français. 1700 ont rejoint l'Irak ou la Syrie depuis 2014. Parmi eux, 300 sont morts d'après les autorités. Au moins 323 sont revenus en France. D'après nos informations, près de 680 adultes et plus de 500 enfants français se trouvent toujours sur place. Des fouilles sont en cours dans Lyon après les aveux de Michel Fourniret. Le tueur en série affirme avoir assassiné une jeune femme disparue en 1988. Marie-Angèle Domès, une handicapée mentale de 19 ans. Les fouilles se concentrent sur la commune de Saint-Cyr-les-Colons. Guillaume Pépi ne briguera pas de 3e mandat à la tête de la SNCF. Il l'annonce sur Europe 1 et pousse un coup de gueule alors que le gouvernement veut en finir avec le statut de cheminot. Non, il n'y a pas de prime de charbon. Non, il n'y a pas 28 jours de RTT. En revanche, oui, il y a de la compétence et des efforts, à marteler Guillaume Pépi. La direction d'Airbus doit détailler les conséquences de la baisse de la production des A380 et A400M. Cela pourrait se traduire par des milliers de postes déplacés, voire supprimés. Les syndicats seront informés cet après-midi à l'occasion d'un conseil d'entreprise européen au siège à Toulouse. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se pose en médiateur dans la crise qui oppose TF1 à Canal+. Les téléspectateurs souffrent, estime sur France Info le gendarme français de l'audiovisuel. Canal+ a décidé de ne plus diffuser le groupe TF1 qui lui réclame 20 millions d'euros pour l'autoriser à distribuer ses chaînes. France Info. Retour avec Elsa Fossillon, députée communiste des Hauts-de-Seine. Une réaction par rapport à Guillaume Pépi qui annonce qu'il ne briguera pas un nouveau mandat à la tête de la SNCF. Je vous avoue que ce qui m'intéresse plus aujourd'hui, c'est l'avenir de notre système ferroviaire, du service public. C'est quelqu'un qui aime bien les cheminots, donc l'avenir est peut-être plus assuré pour vous si c'est avec quelqu'un qui aime bien les cheminots. Moi, si vous voulez, dans ce que j'ai entendu à la fois ce matin et dans sa tribune, c'est qu'il vient nous expliquer cet amour du service public et des cheminots pour mieux le privatiser et pour mieux revenir sur le statut des cheminots. Donc il y a un problème. Soit il y a de l'hypocrisie, soit il y a une mauvaise compréhension du sujet. Donc c'est peut-être mieux qu'il ne brigue pas ce 3e mandat, mais je ne me leurre pas sur ce que sera la suite. Il y a un gouvernement très
l'offensive sur cette question. Et malheureusement, en tout cas aujourd'hui, je vois un gouvernement qui décide en plus d'aller via des ordonnances une nouvelle fois, c'est-à-dire en procédure extrêmement accélérée pour éviter le débat parlementaire, mais aussi le débat public. Moi, je suis très inquiète. Il y a quand même un deal qui se profile. Il va y avoir quand même 2 mois de concertation. Pour vous, c'est pas des vraies concertations, je le sais, mais comme il y a un deal qui se profile, c'est que l'État dit je suis prêt à reprendre la dette de la SNCF, mais en échange vous soutenez, vous êtes relativement neutre par rapport à la réforme envisagée. Est-ce que c'est pas un bon deal? Aujourd'hui, ce que je vois, c'est un peu comme sur toutes les réformes, c'est-à-dire beaucoup d'effets de communication avant. On annonce très gros pour ensuite en enlever un peu, et puis que ça semble moins grave au final. C'est très grave ce qui va se passer. C'est l'idée de plus d'égalité devant le transport. C'est des lignes qui vont être supprimées, et donc des gens, des familles qui pourront plus se déplacer, des étudiants qui pourront plus se déplacer. Alors, ce qu'on a vu également... Le gouvernement a dit qu'il ne... Oui, enfin moi ce que j'ai vu avec la privatisation qui s'est déroulée depuis 1993 en Angleterre, au Royaume-Uni, c'est l'explosion des tarifs, 6 fois depuis 1993. Mais vous ne pensez pas que la privatisation pour les petites lignes, ça peut fonctionner parce que l'ETF est trop gros pour tout gérer, et qu'une petite entreprise qui gérait une petite ligne en Ile-de-France, par exemple, quand on prend par petits bouts ce service public, c'est-à-dire quand on l'attaque par petits bouts, généralement c'est pour l'attaquer dans sa globalité. C'est à chaque fois ce qui se passe. Aujourd'hui, le fait que les cheminots soient sous statut, le fait que ce soit un service public, qui donc appelle des investissements publics, et c'est bien là le problème, c'est qu'aujourd'hui ça manque encore d'investissements publics pour les rendre, y compris pour rendre des lignes plus propres de manière écologique, pour permettre d'aller plus loin dans ces investissements. Et donc là, le fait de l'attaquer par petits bouts pour que ça semble moins grave, il ne faut pas se leurrer, c'est l'idée d'attaquer aujourd'hui le service public, de le privatiser. C'est donc l'augmentation des tarifs à coup sûr, mais c'est également des accidents qu'on a vu de manière importante en Angleterre. C'est également moins de services. Aujourd'hui, le système ferroviaire français est... Et c'est pas seulement moi ou les députés du groupe qui le disent, beaucoup disent que c'est un des systèmes les plus sûrs et avec le meilleur service rendu aux usagers. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des améliorations à fournir, mais je crois que c'est via le service public justement que nous l'assurerons. On va parler un peu de politique. Est-ce que le Parti communiste est un astre mort, et comment vous allez faire pour rallumer les étoiles, pour reprendre l'un de vos slogans qui était emprunté à Guillaume Apollinaire? Vous n'allez pas bien, le Parti communiste? Non, très lucidement. Il faut être lucide pour être déterminé, pour avoir la volonté. Ce que je crois, c'est qu'effectivement, là, nous avons un congrès que nous sommes en train de préparer à la fin de l'année. Moi, je le dis comme ça, sans détour. C'est, je crois, pour le Parti communiste, le congrès de la dernière chance. Et quand je dis chance, c'est parce que je crois qu'il y a une possibilité d'avenir, mais qu'il a besoin d'énoncer très clairement et avec beaucoup d'offensivité ce qu'il veut être, ce qu'il veut proposer aux Français. L'offensif peut-être, parce que l'offensivité, je sais pas, c'est comme la bravitude, mais vous avez un espace politique à côté de Jean-Luc Mélenchon? Oui, je le crois. Je crois que, d'ailleurs, il y a besoin aujourd'hui que la gauche de transformation sociale, elle ait de la pluralité. Moi, je suis très heureuse que le curseur de la gauche soit aujourd'hui un curseur très à gauche, un curseur qui décide qu'il y a besoin de dire qu'il faut dépasser le capitalisme, qu'il y a des transformations profondes à opérer dans bien des domaines. Et donc, mais je crois que ça a toujours besoin de pluralité, car c'est jamais bon quand il y a qu'un seul tenant dans un espace politique. Et pour parler clairement, le seul tenant, c'est Jean-Luc Mélenchon qui dit « il y a moi et c'est moi tout seul, pas d'alliance avec le PC ». Je crois qu'il faut reconnaître, et je le reconnais très aisément à Jean-Luc Mélenchon et à France Insoumise, le fait d'avoir su déplacer ce curseur à gauche. Et donc, que les Françaises et les Français voient qu'il y a une gauche en couleur, une gauche à l'offensive. Et donc ça, c'est important. Oui, couleur rouge comme la veste. Et qu'il y a besoin aujourd'hui, et moi j'interpelle France Insoumise en fraternité, en amitié sur cette question, mais avec détermination sur l'idée qu'il y a besoin aujourd'hui de trouver les voies et une maison commune pour permettre qu'il y ait de la conflictualité positive, pour permettre qu'il y ait du débat, mais qu'il y ait de la pluralité. Et c'est, je crois, extrêmement important. Et je crois qu'en tant que communiste, appeler à cette pluralité, c'est aussi tirer leçon de l'histoire que nous avons. Certains communistes, plutôt trentenaires, mettent en cause la direction actuelle du PCF et Pierre Laurent. Oui, j'ai vu, il y a effectivement un appel. Non, je ne fais pas partie de cet appel. Est-ce que lui qui est là quand même depuis longtemps... Je vais répondre à votre question. Est-ce que lui qui est là depuis longtemps peut mener à bien cette rénovation quand même du Parti communiste? Déjà, je vais répondre sur l'appel. J'ai lu effectivement cet appel. Moi, je trouve qu'il en reste à du toilettage, peut-être à des efforts
qui consisterait uniquement à des efforts de communication ou uniquement de renouvellement dans le fonctionnement. Je crois qu'on est appelé à des questions à bien plus grande échelle sur quoi et avec qui nous voulons nous rassembler. Ça fait partie de questions importantes et je trouve que l'appel reste assez timide sur la question. Et je le dis aussi, si nous avons besoin de nous transformer en grande profondeur, il y a, je crois, y compris à envoyer des signes aussi en termes de direction. Et je crois qu'effectivement, il y a besoin qu'il y ait du changement également dans la direction du Parti communiste. Vous parlez d'alliance. Historiquement, c'était avec le PS. Ça vous intéresse, vous, qui va gagner l'élection au PS pour prendre la direction du parti très vite? Je dois vous avouer, pas énormément. Vous n'avez pas un candidat préféré? Non, j'ai pas de candidat préféré et je vous avoue que je suis contente qu'on sorte, en tout cas et j'espère que le PC va sortir de regarder en permanence quel candidat du PS va sortir pour pouvoir déterminer nos alliances. Compatible avec le PC. Exactement. Donc par exemple, il y a Emmanuel Morel qu'on voit, c'est le plus à gauche. Vous ne souhaitez pas qu'il soit... Je suis attentive parce que ça fait partie de l'espace politique et ça fait partie des choses auxquelles je m'intéresse comme à toute chose. Mais je vous avoue avec peu de conviction. Merci beaucoup Elsa Faucillon. Fin de société, la suite de l'information sur France Info. Merci à vous.